Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de La Nuit du Chasseur, le seul film réalisé par Charles Laughton, sorti en 1955, avec le bon vieux Robert Mitchum, et puis éventuellement Shelley Winters, Lillian Gish et les Marmots. Alors, film classique s'il en est, dont, chers amis, vous allez nous dire un petit peu ce que vous voulez. Et ce que vous en avez pensé, avant que je puisse me lancer dans une diatribe contre ce film, histoire d'essayer de faire en sorte qu'on soit pas d'accord. Alors, on sait jamais, parce que je veux dire, bon, c'est quand même, voilà, on est sur le gros classique, beaucoup d'ailleurs, parce que c'est le seul film de Charles Laughton. Nous aurons l'occasion d'en reparler, j'en suis sûr. Alors, Alénis, comment ça va? Bah, écoute, ça allait étrangement bien et pas bien du tout après le visionnage de ce film que j'ai découvert pour la première fois. Et alors j'ai pris des petites notes, mais j'aurais dû les relire avant. Mais la semaine dernière, on parlait de la fureur de vivre et justement le fait que ce soit le film qui a un peu sacralisé l'acteur James Dean et qui en a fait un peu un mythe. Et là, il y a un peu la même chose, j'ai l'impression, avec Robert Mitchum. Alors, je connais pas très très bien sa carrière, mais il y a vraiment cette image de Robert Mitchum avec les tatouages Love et Hate sur les phalanges. Et donc, il y a un peu cette même idée de portrait de personnage qui marque un peu l'histoire du cinéma. Et donc, j'étais très très heureuse de découvrir le film que j'ai trouvé. Alors, tu parles de film classique, je trouve que presque au contraire, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas classiques du tout dans ce film, qui sont qui sont très originales esthétiquement parlant. On va un peu rentrer dans les détails après, mais voilà, c'est moi. On va parler d'un film la semaine prochaine que j'aime aussi beaucoup, mais celui-ci m'a vraiment mis une grosse claque esthétique et je me suis dit punaise, à l'époque on pouvait faire des trucs comme ça. J'ai trouvé ça assez dingo, d'autant plus qu'effectivement, comme c'est son seul film, il y a vraiment un côté un peu sacré, quoi, un peu mythe du cinéma, donc voilà. Oui, c'est dans ce sens-là que j'emploie classique, c'est-à-dire qui s'étudie, parce que qui rentrait dans les classiques, mais qui effectivement, de par son esthétique, Louis, tu vas peut-être rebondir là-dessus, a pas grand-chose à voir avec le cinéma des années 50, en fait. Oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a choisi involontairement. Et d'ailleurs, tu disais, à l'époque, on pouvait faire ça. Bah, justement, oui et non, parce que le film a été un bide. Oui, qui a non seulement empêché Charles Laughton de faire d'autres films, et surtout, c'est un film qui est resté un petit peu seul, en fait, dans son esthétique, etc. C'est ce qui fait son originalité. Il va puiser dans le passé aussi, puisqu'il s'inspire beaucoup de l'expressionnisme allemand, par exemple. Oui. Mais tu me lançais sur quoi déjà? Sur cette esthétique qui est finalement plus proche des Allemands que de l'Hollywood des années 50. Quoi. Oui, tout à fait. C'est en fait, alors on se lance un peu dans le film sans le pitcher, mais finalement l'intrigue est un peu particulière parce que c'est une espèce d'emboîtement d'une situation initiale qui va amener un déroulement assez inattendu de l'histoire. On a l'impression qu'il y a plusieurs parties, plusieurs fragments. Je sais pas si Quentin, tu veux le pitcher d'ailleurs comme ça. On peut le dire en deux mots. On a un père de famille qui se fait arrêter par la police après avoir commis un larcin et qui a planqué le pognon en prison pour toute la vie, je crois, ou un truc comme ça, peine de mort, il me semble, ou je sais plus. Enfin, en tout cas, bon, bref. Oui, il est dans la merde. Il est dans la merde, et donc il balance à son camarade de cellule, donc Powell, Robert Mitchum, qu'il a planqué un magot. Et donc, ça va être tout le film va suivre Powell, qui va revenir donc sur les terres de cet homme qui lui est resté en prison, parce que Powell y est pour 60 jours seulement, parce qu'il a volé une voiture. Mais il est mort, je crois, même le père, il doit être mort, il doit y avoir l'exécution. Pardon, parce qu'il y a l'histoire du bourreau aussi. Bref. Et le but de Powell va être évidemment d'épouser la veuve éplorée et de convaincre les gamins de lui dire où se trouve le pognon. Et évidemment, ça va pas se passer comme il le souhaite exactement, mais parce que le grand frère est plus tenace, plus courageux et loyal que ce qu'il pensait.
qui s'appelle John, hein, le petit Billy Chapin, ou Chapin, de son vrai nom. D'ailleurs, un formidable petit acteur. Les deux gamins. Comme la petite est excellente aussi. Voilà, c'est ça le pitch, finalement. Tout à fait. Et oui, tu parlais, Louis, tout à l'heure d'expressionnisme allemand, et pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas fait des études d'histoire de l'art ou de ciné ou de trucs comme ça, l'expressionnisme allemand, j'ai pris des petites notes que j'ai surlignées, à la base, c'est plutôt lié au cinéma fantastique allemand des années... Alors je sais plus c'est quelle année d'ailleurs, l'expressionnisme allemand. C'est fin des années 10, des années 20. C'est cinéma muet de toute façon. Et qui travaille beaucoup sur donc c'est en noir et blanc, c'est des couleurs très tranchées, c'est des jeux sur les lumières et des décors qui sont plus abstraits aux motifs géométriques et qu'on retrouve là notamment dans cette scène où on le voit dans la chambre donc des parents, où il est comment on appelle ça, dans les combles. Oui. Et en fait, on voit que lui a une silhouette complètement démesurée par rapport à ces deux combles qui tombent de part et d'autre. Donc il y a plusieurs fois un petit peu c'est ce côté très abstrait en fait dans les gothique. Décors. Ouais, voilà, c'est ça qui les entoure. Et ce que reprend Charles Langton aussi de l'expressionnisme allemand, c'est cette idée que cette déformation des décors excessifs qui leur donne un côté irréaliste va venir d'une certaine manière traduire visuellement l'intériorité, la complexité des personnages, puisque dans l'expressionnisme allemand, on a souvent affaire à des personnages torturés, plutôt sombres, dont justement le côté obscur, le côté parfois aussi, disons, horrible, va se traduire par les décors et par l'exagération visuelle de ces éléments qui entourent les personnages. Et dans La Nuit des Chasseurs, ça fonctionne plutôt bien, parce que ce décor de la chambre, typiquement, il vient accentuer l'oppression que va subir la mère des deux enfants de la part de ce faux curé. Enfin, il joue un pasteur. Un pasteur, voilà. Ouais. Qui en fait va acquérir sa confiance de manière abusive par la séduction, en fait, qui est une séduction qui est d'abord plus morale qu'amoureuse, mais qui va vite se transformer en emprise. C'est aussi un film qui parle, mine de rien, du sujet de l'emprise à plusieurs niveaux. Donc c'est aussi ça qui va emprunter à l'expressionnisme, et pas uniquement des décors assez fascinants. Puis il y a beaucoup de jeux avec les ombres, les contre-jours. Il y a notamment ce plan complètement ahurissant où on voit le personnage arriver sur un petit cheval, d'ailleurs. Enfin, le cheval m'a toujours paru petit pour lui. C'est même limite un poney, en fait. Enfin, on le voit arriver à l'horizon et il y a juste sa silhouette qui apparaît. Il y a une utilisation assez, disons, plurielle, justement, de ce que l'expressionnisme a de purement visuel. Et on retrouve notamment ce côté dire par l'image ce qu'on ne peut pas forcément... En fait, c'est dire différemment par l'image, voilà, ce qu'est en train de raconter le film, quoi, pour l'accentuer et pour en offrir une lecture un peu parallèle, disons. Ouais. Donc on a un film qui, de toute évidence, s'inspire du conte dès le début, hein, puisque on a cette brave Liliane Gish qui raconte au début à des enfants un épisode de la Bible, et puis ça va émailler le film, et de toute façon l'histoire elle-même, et c'est vraiment du conte avec toute sa ménagerie, hein, c'est-à-dire le grand méchant loup finalement, et les enfants. Alors les enfants qui sont pleins de ressources finalement, grâce notamment au grand frère, mais la petite est quand même pas en reste parce que elle est quand même assez maligne aussi, mais enfin. Ces gamins qui vont se retrouver à devoir se défendre seuls contre ce terrible prédateur, puisque il y a prescription, le film est de 55, mais ils vont très vite perdre leur maman, et donc ils vont se retrouver seuls avec cette espèce de nouveau beau-père, puisqu'entre-temps il a épousé Shelley Winter qu'on retrouvera quelques années plus tard dans le Lolita, hein, de Kubrick, et donc ça va être cette course-poursuite, et alors là avec évidemment tout un tas de fabuleux plans, de fabuleuses situations et de choses que on découvre alors grâce notamment au petit making-of qu'il y a dans l'édition DVD ou dans les bouquins, c'est-à-dire comment certaines choses ont été faites, puisque c'est un film de studio, donc quand il y a de l'eau, quand il y a les étoiles, je sais pas quoi, le crapaud au premier plan, enfin je sais plus, tous ces trucs, c'était de la construction avec de la superposition, enfin des trucs un peu archaïques comme on aime bien, comme on faisait à l'époque. Mais à l'époque assez exceptionnel. Et c'est assez exceptionnel, et d'ailleurs ça rend très très bien, parce que c'est ça qui rend la poéticité d'ailleurs du truc. Et c'est là où le film glisse, il y a vraiment un glissement où le film est connu pour être une espèce de patchwork de plusieurs genres. Il y a un côté très artisanal, et le film est fascinant parce qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs genres qui s'emboîtent, qui s'enchaînent, qui des fois se répondent, qui des fois presque se contredisent.
il y a notamment ce passage où les enfants se mettent à dériver sur un canot. Avec la musique. Qui est absolument somptueux parce que la musique est extraordinaire. Et surtout, on a un truc très émouvant qui vient donner une espèce comme ça de viscéralité au personnage où en fait le petit garçon s'effondre de fatigue. Et en fait, c'est là où on se dit, putain, mais en fait, il vient de vivre un enchaînement de trucs absolument atroces. C'est la première fois qu'il se relâche. Et là, le bateau dérive. On a une musique, une espèce de comptine que se met à chanter de manière irréaliste la petite, qui est somptueuse. Je vais pas le chantonner, vous taperez sur internet. Et là, tout à coup, on a tous ces plans justement sur la faune, une espèce de marécage en fait. Donc on a des grenouilles, des araignées, et là, effectivement, on se met à glisser dans quelque chose qui est l'ordre du conte et d'un peu des stéréotypes qu'on peut se faire de, comme tu disais, la ménagerie du conte. Oui. Et le film fonctionne comme ça par glissement. Je me souviens quand je l'ai vu, moi, la première fois, c'est là où je me suis dit, mais en fait, quel est cet objet, quoi ? Parce que j'avais l'impression d'avoir cerné à peu près là où m'amenait le film. Et après, il y a ce glissement, et le film, ensuite, va arriver sur autre chose avec... d'ailleurs, finalement, on suit le cours de la narration depuis tout à l'heure, parce qu'après, donc, une fois qu'ils ont fini de dériver sur l'eau, ils vont être récupérés par une dame qui va les recueillir. Et, qui récupère les chiens errants, oui, c'est ça, tous les hein. enfants abandonnés dans une période en plus difficile de l'histoire américaine, enfin on imagine difficile, où il n'y a pas forcément, où il y a beaucoup de pauvreté et compagnie, et donc recueille ces deux petits, les intègre dans une maison d'ados un peu, où il y a d'autres jeunes femmes, alors plus âgées déjà, donc qui elles sont, on rentre dans la problématique de la séduction, justement ce qui va se passer avec Mitchum, dont l'une d'elles va s'éprendre, je crois. En fait, elle va le croiser et plus ou moins, je me souviens plus exactement, mais en gros, Mitchum va capter qu'elle a un lien avec les gamins, parce que lui, il a continué à les chercher pendant tout ce temps. Et du coup, cette fille-là, en fait, va tomber sous le charme de ce prédateur, et ça va ramener Mitchum vers les enfants, sauf que cette fois-ci, entre lui et les enfants se trouve ce que finalement, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu, c'est quelqu'un qui les aime, en fait. Quelqu'un qui va les protéger, en tout cas, de manière très concrète, avec un fusil, pour le coup, par cette femme justement qui les a recueillis et qui, pour l'anecdote, est jouée par Lillian Gish, qui était une star du muet. Alors là, elle est assez âgée dans le film, et c'était notamment, là je vais faire plein de liens, mais c'était notamment une actrice chez Griffith, qui était un des grands réalisateurs du muet aux États-Unis, qui a participé d'ailleurs. Qui est contestable aujourd'hui. Ah, je sentais qu'elle avait ça. Non, mais en dehors des en dehors des polémiques, sortons des polémiques. Donc Griffith, qui était un des grands cinéastes du muet. Excusez-nous, pardon. Ça partait tellement bien, c'était trop sérieux. Oui, c'est vrai. Non, allez, je vous coupe. Attends, je refais mon lien. Donc, elle jouait dans les films de Griffith. Griffith, qui était un des grands cinéastes du muet et qui a été un des fondateurs de la United Artists, aux côtés notamment de Chaplin et de Douglas Fairbanks, qui est la maison de production de La Nuit du Chasseur, et qui avait pour particularité de fonctionner comme coopérative de cinéastes, qui était en fait considéré comme l'un des premiers studios indépendants, puisque c'était en dehors des majors, dont on parle un petit peu depuis le début de ce cycle. Là, on a eu la Paramount pour Fenêtre sur cour, on a eu la Warner pour La Fureur de vivre, et là, c'est la United Artists qui était connue pour laisser un petit peu faire les cinéastes, qui avait plus de liberté, parce que justement, ça avait été fondé par des cinéastes qui savaient ce que signifiait que d'être cinéaste, parfois contre un studio, et d'avoir besoin d'une certaine liberté pour pouvoir faire des films. Donc La Nuit du Chasseur, c'est un peu un pur film d'artiste, ce qui a sans doute aussi participé à son échec, parce que finalement, le film a été plutôt incompris, parce que peut-être qu'il y avait justement trop de... Je parle d'un point de vue du public de l'époque, il n'y a jamais trop de liberté pour un cinéaste, mais là, pour le coup, le film n'a pas trouvé son public, peut-être parce qu'il y avait trop d'originalité dans son contexte. Mais voilà, le lien... Vous rebouclez à la base, on parlait juste de Lillian Gish, mais je voulais faire le lien avec l'odieux Griffith, qui est certes contestable, mais qui a participé... Mais United Artists, et c'est vrai que ça a été quand même garant de qualité pendant encore bien des années derrière. Ah oui, jusque... Tout ce qui est sorti sous ce label-là, c'était toujours presque toujours de très grands films, quoi, et de très grands réalisateurs, et qui ont laissé quelque chose. Et pour ce film en particulier, c'est vrai que c'est... comment dire, t'as vraiment le mélange des genres, cette poésie que tu retrouves qui est vraiment magnifique, parce qu'en fait, au début, tu pars plutôt sur un film policier, où tu te dis, bon... Enfin,
En fait, dès le début, tu sens que ça va pas être tout à fait classique, mais tu sens que tu trouves un peu le mec en prison, le mec qui va trahir, tu vois un peu le Tartuffe, oui, c'est etc. Ça. C'est tout à fait ça. Et puis ça part vraiment dans d'autres trucs, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très impressionnant, très beau, très poétique, Et la avec fin, c'est des un conte de acteurs, Noël. avec des acteurs exceptionnels, parce que même oui. Robert Mitchum, sans rire, pour l'avoir visionné pour la première fois à 26 ans, je me suis un peu... Ah putain, c'est moi qui vais parler de caca. Tu t'es chié dessus ? Je me suis un peu chié dessus. Il fait super peur. Ouais. Franchement, il est à la fois charmant et à la fois glacial. Il est, enfin, quand même, le jeu d'acteur est impressionnant. Et puis ces espèces de, à 2 reprises, on a un cri bestial. La première fois, c'est quand les enfants réussissent à s'échapper là sur l'espèce de rivière, oui. Et qui leur crie après. Et t'as ce cri qui résonne. Et juste après, la musique super douce. Qui est terrifiante, et à la toute fin, quand la femme qui a recueilli les enfants, pareil, le chasse. Liliane Guiche, tu veux dire celle qui a travaillé pour Griffiths ? Oui. Elle-même. Quoi ? Ah, il écoutait. Vous m'avez appelé ? On a un plan très particulier avec un espèce de chat qui saute d'un escalier, et t'as le cri de Robert Mitchum, et tu te dis, mais il y a un truc. Alors moi, j'ai jamais su si c'était le cri du chat ou le cri de Robert Mitchum. Ouais. Et justement, il y a une confusion qui, à mon avis, qui est volontaire, et surtout, on a un surgissement de Robert Mitchum qui, de manière complètement irréaliste, sort du bas du cadre. En gros, comme s'il était accroupi sous la caméra. C'est burlesque, et en même temps, moi, c'est un des plans que, à mes yeux, c'est très personnel, hein, c'est un des plans les plus effrayants que j'ai vu. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y a déjà il y a ce truc expressionniste où il est éclairé en contre-plongée, donc ça vient lui déformer les traits du visage. Il y a ce surgissement avec cette confusion avec le cri du chat, où en fait on entend ce cri qui correspond à ce surgissement, mais il a la bouche fermée. Donc c'est pas lui qui crie, et pourtant ça correspond à son geste. Le rythme est un rythme de film d'horreur, assez clairement. Alors oui, je vois ce que tu veux dire pour le côté burlesque, et c'est là où je trouve le film fascinant, c'est que t'as ces espèces de strates de lecture, où c'est même pas que de la lecture, c'est ces strates de ressenti aussi. Moi, c'est un plan qui m'a toujours terrifié. Mais c'est effectivement ce qui donne encore un autre degré. C'est comme si la fin du film voulait justement fracasser cette image terrifiante de Robert Mitchum en le faisant passer du sérieux au grotesque, parce que cette fuite vers la grange là comme ça, où il a l'air de et ça c'est burlesque parce que c'est littéralement le cri de Tom dans Tom et Jerry. Ah oui. C'est presque littéralement le cri d'un personnage de cartoon. Et qui part se planquer comme ça, et qui tout à coup est complètement décrédibilisé en fait. Il vient de se prendre un coup de fusil dans le cul, quoi. Enfin, quelque part, ça serait ça qui devrait lui être arrivé. Il part la queue entre les pattes. Exactement. et tout à coup, ça vient déconstruire ce que l'automne a créé pendant tout, enfin, l'automne et puis les auteurs, machin, mais pendant tout le film, c'est-à-dire cette espèce de figure terrifiante. Inarrêtable. Inarrêtable, oui. Le gars, il traverse. On ne sait pas combien d'états, pour les retrouver. C'est là où il y a un peu de cinéma fantastique aussi, dans l'acception la plus littérale du terme. C'est le fantastique, on a souvent tendance à le confondre avec la pure fantaisie, quoi. Le fantastique, c'est le merveilleux. Voilà, c'est ça. Le fantastique, c'est le glissement. C'est qu'en fait, le fantastique entretient toujours le doute sur la crédibilité, la réalité de ce qu'on voit. Et le film, pour le coup, est parfait là-dedans, parce qu'on le classe jamais comme un film foncièrement fantastique, parce que la dimension, disons, surnaturelle n'est jamais pleinement présente. Oui. Pourtant, il y a toujours cette espèce d'irréalisme ambiant qui correspond plutôt au conte, en fait. Mais typiquement, Charlton, il traverse la moitié du pays à cheval, à pied, on sait pas trop, il est toujours là, en fait. Et c'est là où il a ce côté croque-mitaine, c'est que... Alors, Robert Mitchum. Oui, parce que... J'ai dit quoi ? Charlton, je le voyais, le gros, là, tout à coup. Alors, cela dit, Charlton a été acteur. Hein, oui, et a traversé, je crois d'ailleurs, les États-Unis pour lire, à une époque, beaucoup aussi, des différents textes, parce qu'il avait une voix très reconnaissable. Ça, c'est un truc important. Charlton, en fait, il est très connu, hein, on en parle, c'est son seul film en tant que réalisateur, mais en fait, avant ça, c'était un acteur de cinéma et de théâtre extrêmement connu et reconnu. L'un de ses rôles les plus peut-être connus aujourd'hui étant son rôle dans Spartacus de Kubrick. Qui est postérieur, mais c'est là où on l'identifie beaucoup dans des films disons très connus. Mais il a joué aussi dans des comédies de Léon McCarey, dans des comédies américaines très connues. Et puis le théâtre, quoi. Oui, voilà. Mais donc c'est quelqu'un de très connu. Et le fait que ce soit son seul film, c'est pas du tout que c'était un mec comme ça qui passait par là. C'est juste que, à l'époque, malheureusement, pour pouvoir réaliser un film, il fallait faire des succès. Il fallait même en général que le film ait plus de succès que le précédent. Bon, lui, il n'y aura pas eu de précédent puisque il aura le droit qu'à un essai. C'est ce que je trouve intéressant aussi avec ce réalisateur. Alors, j'ai pas pu regarder malheureusement tous les bonus parce qu'un lecteur DVD, ça peut fonctionner. Mais ce que j'ai pu regarder, c'est que il y a tout un petit extrait sur son rapport à l'auteur
du roman dont est tirée l'histoire. Et vraiment, il a demandé à l'auteur, il a travaillé beaucoup sur des croquis, sur ça, comment vous l'avez interprété, comment vous l'avez imaginé. Et je trouve que justement, d'essayer de faire transparaître la poésie du roman en images, je trouve ça très noble de sa part, en fait. C'est ce qui rend aussi le film aussi singulier et aussi beau en tant qu'objet cinématographique, quoi, aussi un peu spécial, quoi. Oui, c'est vrai que c'est adapté d'un roman, ça, on a tendance à l'oublier. C'est des films qui sont devenus tellement prégnants dans l'histoire du cinéma qu'on a oublié que c'était des adaptations et dont le matériau de base est un peu... Alors je crois que le roman a été traduit en français, il existe, parce qu'il y a plein de films dont les romans n'ont même pas été traduits, parce que c'était des best-sellers de l'époque, mais qui n'ont pas du tout survécu. Là, pour le coup, je crois pas. Je crois que le roman, il est encore un petit peu lu, sans doute plutôt par des cinéphiles d'ailleurs. Mais effectivement, il y a une matière littéraire qui disparaît assez rapidement parce que justement, il y a un truc très cinématographique dans le déroulement d'un récit qui repose sur la temporalité, les glissements, et pour le coup, qui a pas grand-chose de littéraire dans son exécution, en dehors évidemment de la qualité de l'image. Qui est faite par un grand chef-op de l'époque d'ailleurs, qui a bossé pour Fuller, je sais pas si Shock Corridor notamment. Je suis pas trop d'accord avec toi. Comment s'appelle-t-il déjà Stanley Cortez. Oui, c'est ça, voilà. Je suis pas trop d'accord avec toi, Louis, parce que je suis d'accord dans le sens où il y a pas un aspect explicatif, je te prends par la main de ce point de vue-là de la littérature, mais par contre, je trouve que il a réussi, tu vois, à montrer une forme de poésie et une forme de sensible un peu que peu réussissent à faire finalement, et de faire transparaître ça dans une adaptation d'un livre, chapeau l'artiste. Ouais, mais c'est plutôt, je crois, le travail cinématographique justement qui amène à ça, et la distance que ça va prendre avec une matière littéraire qui pourrait sans doute être plus narrative, En fait, pour le dire plus concrètement, c'est le genre de film où l'intrigue peut être perçue comme secondaire. Parce qu'en fait, on a quelque chose de beaucoup plus sensitif. C'est d'ailleurs sans doute ce qui fait que le film est pas classique au sens du contexte du cinéma classique hollywoodien, où en général, on repose beaucoup plus sur l'intrigue, les personnages, etc. Là, il y a des séquences qui sont très singulières pour l'époque, notamment la séquence où les personnages dérivent, parce que tout d'un coup, la narration est suspendue. Alors, tout à coup, il se passe entre guillemets plus rien pendant quelques minutes. On a juste une espèce comme ça d'impression, de sensation qui vient justement s'imprimer par les images, par la musique, etc. Sans aller dire que Charlton il va chercher une essence cinématographique, mais on a plein de moments où le film en fait repose uniquement sur des procédés cinématographiques qui sont beaucoup plus que l'image aussi, le temps. Ça, on y pense souvent, on pense image, etc. Mais il y a aussi le temps, quoi, le temps que peut installer le cinéma, que la littérature aurait peut-être plus de mal à L'image-temps, l'image-mouvement... Autant suspend ton vol. J'irais pas jusqu'à Deleuze, tu pensais à Deleuze. Tous les chemins mènent à Deleuze. Mais du coup, quand il sort d'une grippe, Quentin. Oui. Je voulais vous le garder pour maintenant. Il avait un Deleuze dans la gorge. Oui, carrément. Et du coup, Quentin, je pensais que t'allais nous être plus... Oui, mais en fait, j'ai pas eu le temps parce que je vous ai écouté. Non, moi, j'allais dire quand même, oui, c'est un scandale, ce film. De toute façon, c'est rentré dans les classiques parce qu'il en a fait qu'un. Si l'automne en avait fait 3 ou 4 de plus, eh ben, on aurait dit que c'était de la merde parce que c'est de la merde. Et puis alors, franchement, qu'est-ce que c'est que ce film? Il y a pas de noir, il y a pas de non-binaire, il y a pas de gay. Pourquoi tu me regardes tout d'un coup? Ah non, bon, enfin, mon ami, pas du tout. Mais voilà, il y a pas de gens qui mangent des croque-monsieur, il y a pas de gens qui sont d'obédience juive. Non, qu'est-ce que c'est que ce film? On tape sur Griffiths et jamais on dit rien sur l'automne. Voilà. Moi, en fait, en venant pour l'émission, je me suis dit maintenant dans toutes les émissions, je vais faire. Il faut que je rentre, il faut que je me trouve un nouveau. Je vais te faire la critique woke en fait. Donc à tous les films, je vais dire ouais, il y a pas de juifs, il y a pas de noirs, il y a pas de gays, il y a pas de non-binaire et tout. Il y en a marre. En plus, c'est forcément le mâle blanc dominateur. Mais tu parlais toi-même de déconstruction puisque le film déconstruit le personnage à la fin. Ouais, voilà. Donc tu es un critique woke, Quentin. Voilà, allez, hop, petit cadac. Alors, pour dire des choses en revanche beaucoup plus intéressantes, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, effectivement, sur un DVD, il y a un truc formidable, parce que ça, c'est très très rare d'avoir ce genre de choses, d'avoir ce genre de vestiges, enfin d'archives, c'est que ils ont récupéré tout un tas de rushs du film, et donc ils les ont montés scrupuleusement dans l'ordre chronologique du film, et donc on voit plein de rushs, de prises, et il y a tout le temps la voix de Charlton qui dirige ses comédiens, parfois même le gros passe à l'écran et tout, et alors c'est long parce que c'est plus long que le film, je crois, le tout des rushs mis bout à bout. 160 minutes. Mais ouais, non, mais c'est un truc comme ça. Mais alors c'est
passionnant, c'est captivant, vraiment. Et alors oui, bon, ça montre aussi un type qui est vachement dur avec Shelley Winter, mais parce qu'il a été son prof aussi. Alors il est atroce avec elle, mais en même temps, par exemple, quand il est avec les gamins, il est incroyable. Surtout que c'est quand même chiant. Ah ouais, donc ça justifie, c'est ça? Ouais, ça justifie. Ouais. Shelley Winters, elle est misogyne, mais même les enfants. Bah oui. Et puis non, mais attends, c'est son boulot, elle est payée, qu'ils lui disent bouge-toi le cul, grosse conne. Je veux dire, vu ce qu'elle doit prendre comme cachet, je veux dire, c'est bon. Moi, tu peux me dire bouge-toi le cul, grosse conne, hein, je le prendrais pas mal. D'ailleurs, j'adore qu'on me dise bouge-toi le cul, grosse conne. Voilà, comme ça, j'aurais dit 3 fois dans cette émission. Et puis, pour cette émission, j'avais lu quelques pages, mais je suis pas allé au bout parce que c'est trop intelligent pour moi. Mais il y a Damien Zegler, qui est un auteur de l'écurie Leitmotiv, qui a publié alors là, je crois qu'ils l'ont réédité, mais il y a déjà un certain nombre d'années, un livre consacré entièrement à ce film, La Nuit du Chasseur. Donc j'en ai parcouru une 50aine de pages là, et c'est vrai que pour des gens qui nous écouteraient, c'est-à-dire personne, mais qui seraient vraiment très intéressés par... C'est pas vrai. Allez lire ce livre parce que Damien Zegler, il est assez technique, assez pointu, donc parfois c'est un peu dur, mais pour les gens plus intelligents que moi, en tout cas, vous pouvez vous précipiter sur ce livre. Voilà. C'était pour les... En fait, ça fera l'objet d'une recommandation pour aujourd'hui, tiens. Ah, très bien. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce film, ou est-ce que nous... Non, à part que c'est vraiment en fait très bien, quoi. Et que... non, mais je crois que c'était pas assez clair. Non, mais oui, je suis d'accord. Non, le film est quand même vraiment très très beau. Moi, oui. C'est un film qui me touche beaucoup. Il a tellement été commenté, tellement vu que voilà, en parler, à part sous certains aspects très spécifiques, ça devient un petit peu caduc, mais vraiment, jetez-y un œil. Et notamment, regardez-le si vous êtes peut-être un petit peu fâché avec le cinéma en noir et blanc, le cinéma un petit peu ancien. Complètement. Parce que c'est un film qui, dans sa singularité et sa durée courte aussi, qui peut être un facteur de réconciliation, mais dans ses singularités, justement, peuvent mettre en lumière ce qui a pu exister à une époque de manière marginale et qui peut peut-être aussi être perçu comme des qualités pour un spectateur contemporain qui, dans ses singularités qui ont déplu à l'époque, va justement y voir des qualités de modernité, d'accessibilité et de séduction, justement. Je suis complètement Il faut pas s'arrêter à ça, mais c'est un film qui peut plaire à des gens qui auraient un peu de mal avec ce cinéma-là en termes d'apparence. Ouais, c'est en noir et blanc, c'est un vieux film. Oui. Ça a des qualités. Oui. Que d'autres n'ont pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai une petite recommandation autre que ce film, mais je vous conseille fortement de le voir également, comme l'a dit Louis. J'ai vu récemment le film d'animation qui est disponible sur Netflix, Pinocchio, réalisé par... Oui. Oh, mais mince, Guillermo del Toro. Ah, encore lui. Un autre gros. Putain. Mais quoi? Non, mais parce que là, on parle je veux dire, c'est pas stigmatisant, il le sait, le mec. Je vais te biper. Et du coup, voilà, c'est une réinvention de Pinocchio dans l'Italie fasciste. Et c'est un très beau film d'animation. Esthétiquement, c'est très beau. L'histoire est très belle. Ça se regarde très bien. Les voix... je sais même plus si je les regarde en VF ou en VO, donc je vais me taire. Mais c'est très beau et très sympa à regarder. Donc voilà, je vous conseille de le voir. Il est sur Netflix, donc voilà, autant en profiter. Et La Nuit du Chasseur est quant à lui disponible dans une très belle édition DVD Blu-ray chez Wildside, qui est l'édition sur laquelle on s'est basé. Ah oui, que vous aviez gardé, comme ça j'ai pas pu revoir le film pour cette émission. Il fallait que je le place, je l'avais pas dit. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que de la merde. C'est vrai que Quentin était très très énervé avant de commencer l'émission. Ils ont gardé le DVD et le Blu-ray, et moi, derrière, j'ai pas pu le revoir. Ouais. Mais c'est une belle édition. Mais c'est une belle édition, et il y a un bouquin dedans, donc écrit, un mec a écrit un bouquin, alors je sais plus son blaze, mais c'est vraiment, ils ont fait ça très bien, et elle date déjà d'il y a un moment, cette édition, me semble-t-il. Oui, elle se trouve très facilement, je crois. Facilement. Non, plus très facilement. Plus très facilement, oui. Ouais. Encore une fois. Non, plus très facilement. Plus très facilement. Ouais. Ah, j'ai cru que tu disais, on se trouve très facilement. Non, plus très facilement. Oui, je pense que... le quiproquo pour finir. Plus très facilement. Oh là là. Très bien. Bon, il faut qu'on s'arrête là. Oui, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec quel film? Avec All About Eve, ou Eve en français, de Joseph Mankiewicz. Bravo. Et ça clôturera notre cycle des classiques américains des années 50. Oui. Et surtout, alors voilà, si je peux me permettre... Si vous pouvez voir Eve avant qu'on diffuse l'émission ou avant d'écouter l'émission, je pense que là, ça peut vraiment valoir le coup parce qu'on va spoiler certains aspects du film. Et je pense que c'est un film où il faut le voir une première fois en entier avant de pouvoir en discuter. Je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Eve de Joseph Mankiewicz. Allez, salut. Bye. Au revoir.
Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.